B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants. Bonjour à toutes et à tous. Dans un contexte de pandémie, la mobilité individuelle a le vent en poupe. Les ventes de vélos électriques continuent leur ascension en Suisse et partout dans le monde. Elles ont progressé en Suisse de 30% l'an passé, avec plus de 170 000 unités vendues au total. Alors le marché du vélo électrique est-il déjà saturé? Comment gagner des parts quand on est un petit constructeur indépendant? On va poser la question à Anna Bory, cofondatrice de la marque Milo, basée à Genève. Bonjour Anna Bory. Bonjour. Bonjour Elliot. Bonjour Vincent. Avec vous, nous aborderons tout à l'heure les questions relatives à l'impact carbone du vélo électrique pour voir si la mobilité douce reste vraiment douce. Anna Bory, votre société conçoit, assemble actuellement deux types de vélos. Un vélo électrique lent qui peut atteindre une vitesse de 25 km à l'heure, un vélo électrique rapide, 45 km/h, et une trottinette 3 roues. Pour convaincre l'acheteur et vous différencier de la concurrence, vous misez sur la qualité de finition et sur la sécurité. Ça, c'est l'un des plus grands facteurs de réticence encore à la sécurité pour l'utilisation d'un vélo au quotidien. Oui, exactement. C'est donc dans la conception de nos véhicules, au fait, on a commencé tout d'abord par beaucoup de questionnaires. On a parlé à beaucoup de monde, de tout âge, de tout milieu. Et au fait, la question clé qui revenait quand on posait, on demandait qu'est-ce qu'il vous faudrait pour passer aux deux roues, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour un peu abandonner votre voiture et changer votre mode de transport. La chose numéro 1 qui revenait tout le temps, c'est la sécurité. On ne me voit pas, je dérape, la qualité des routes, je ne tiens pas trop la route, il pleut, les rails de tram. Donc en effet, c'est vraiment l'inquiétude, je dirais, numéro 1 des vélocyclopédistes. Je sais pas, ouais. Après la sécurité vient la météo. Ça, on ne peut pas changer grand-chose. Ouais, on ne peut pas changer grand-chose en effet. On peut par contre juste essayer de maximiser ses chances d'adhérence sur la route, je dirais, surtout quand il pleut. Le vélo revient en force. Après la Deuxième Guerre mondiale, il était très utilisé pour se déplacer vraiment. Ensuite, il a été un peu relégué à un mode de déplacement loisir pendant de nombreuses années. Maintenant, il est électrifié et là, il revient dans les starting blocks. Vous êtes une marque native de l'électrique. Ça, par rapport à la concurrence, c'est déjà une différence. Oui, alors exactement. Donc il y a deux choses sur lesquelles que vous touchez. Premièrement, c'est-à-dire que le vélo, en effet, historiquement, enfin ces dernières années, était plus quelque chose d'un loisir. Donc soit des fans et de vélos de vélos de course, ou alors du VTT. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les problèmes de mobilité qui arrivent en Europe et un peu partout dans le monde, le vélo est en train de se transformer en mode au fait de transport et non plus seulement juste pour profiter le week-end. Donc en effet, ça, on voit ça très fort. Et puis, j'ai oublié du coup le. Est-ce que ça implique en tant que constructeur, justement, de devoir concevoir des produits qui vont être utilisés tous les jours? Exactement. Et donc, excusez-moi. Donc, en fait, l'électrique, exactement, la conception, à partir du moment où ce véhicule devient plus que juste un vélo, et on a beaucoup ce commentaire en disant non, mais c'est plus un vélo. Et j'ai envie de répondre aux gens, en effet, parce qu'au fait, la demande des gens et du public aujourd'hui n'est plus forcément pour un vélo de loisir et pour un mode de transport. Donc en rajoutant de l'électrique sur un mode de transport qui est au fait assez historique, et c'est là où au fait nous on essaie de se différencier. Et j'aime bien faire le parallèle avec les voitures parce que ça parle beaucoup aux gens, je trouve, ou quand on fait une comparaison entre des marques traditionnelles qui sont super, qui ont plus d'une centaine d'années d'expérience et qui essayent de lancer dans l'électrique. Sans mentionner spécifiquement de marque, mais vous pouvez faire le parallèle, et du coup qui réussissent modérément, enfin qui font des très bons produits, mais qui réussissent modérément, comparé à des marques très récentes comme Tesla ou Polestar, qui eux ont complètement pensée électrique. Donc ce sont des voitures, quand vous les comparez l'une à l'autre, c'est en effet deux voitures, mais c'est deux concepts complètement différents. Et c'est un peu ce que notre approche de notre marque, c'est on a approché ça en se disant c'est un moteur, un véhicule avec un moteur qui peut faire beaucoup de choses, qui a une batterie, qui est connectée, et comment est-ce qu'on pourrait avoir un impact sur la vie des gens en fait qui souhaitent se bouger à vélo en fait. C'est pas un vélo électrifié, c'est un vélo électrique. Exactement. Donc vous designez vous-même vos vélos dans les processus de fabrication aussi. Quelle est votre philosophie? Racontez-nous.
Alors, ça vient surtout du fait. Alors, on essaye le plus possible de se rapprocher de ce que les gens ont besoin. Parce qu'on a une grande croyance qui est que, au fait, si vous définissez votre concept sur un besoin, le besoin reste le même. Les moyens changent. Par exemple, si je fais un parallèle avec Nokia, qui malheureusement a disparu, c'était défini par rapport à un produit et non pas aux besoins de communication. Et du coup, vous devenez obsolète. Donc nous, on essaye vraiment de ne pas tomber dans ce piège. Et l'industrie est un peu vraiment en train de changer. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire que qui est-ce qui va rester, qui est-ce qui va réussir à s'adapter avec toutes ces nouvelles technologies. Mais si on se base sur le besoin de bouger, donc le besoin, on parlait tout à l'heure, le besoin de sécurité. Ensuite, on parlait du besoin aussi d'un vélo de mode de transport, mais aussi d'un loisir. Donc c'est quelque part, aujourd'hui, on force, si vous regardez ce qu'il y a sur l'offre sur le marché, des fois, on force un peu les gens à dire, vous achetez un vélo électrique pour votre semaine et le week-end, du coup, vous êtes un peu embêté si vous voulez le prendre dans le Jura ou aller sur le Salève. Donc, est-ce qu'il y a peut-être un besoin de quelque chose d'un peu plus polyvalent ? Donc nous, on a essayé vraiment de penser à ça en se disant, et c'est pour ça qu'on a pris le temps, en fait, avant de développer notre concept, d'écouter les gens et pas de faire quelque chose juste parce que nous, on pensait que c'était bien. Et donc de se baser, voilà, quels sont les besoins aujourd'hui avec les infrastructures qui changent, la vie qui change, et ensuite on a construit nos modèles là-dessus. Quels sont les besoins des gens en matière de mobilité douce, de vélo électrique? Qu'est-ce qui ressort le plus dans vos études? Alors, je dirais la première chose, la raison principale pourquoi les gens passent aux deux roues, c'est une question de temps. Au fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on arrive... Enfin, je le vois chaque fois que je prends la voiture, je suis hyper frustrée. Donc, et ça prend 3 fois plus de temps. Donc, on se rend compte que le premier besoin, c'est de se déplacer vite là où on veut. Ensuite, il y a un besoin assez simple. Enfin, le fait que le vélo et d'être en deux roues, c'est sympa. Ça nous rend de bonne humeur, on fait de l'exercice, on profite de son transport, de son temps de transport. Et ensuite, un besoin, je dirais, essentiel de sécurité. Et typiquement, je fais encore un exemple par rapport aux voitures. Aujourd'hui, si vous achèteriez une voiture puissante, vous n'achèteriez pas une voiture avec des petites jantes. C'est une évidence. Au contraire, plus on a une voiture ou une 4x4, ou une voiture puissante, on veut des grosses jantes. Et ça, c'est la première chose qu'on a intégrée sur nos vélos, par exemple, c'est des grosses roues. C'est-à-dire qu'on vous équipe avec un moteur, vous parliez tout à l'heure, peut-être, on va en parler plus tard, mais de votre expérience de nos produits. En effet, on a un des couples les plus puissants du marché. Il faut aussi qu'on puisse tenir notre promesse de ne pas vous mettre en danger avec la puissance aujourd'hui que l'électrique apporte. Les gens veulent retrouver finalement dans le vélo ce qu'ils trouvent dans la voiture. À partir du moment où on fait le parallèle, et c'est là où c'est tout un débat, parce qu'il y a des gens justement qui nous disent non, mais c'est plus forcément un vélo, c'est en train de changer. Alors, si on part du principe que le deux roues devient un mode de transport, alors oui, en effet. Petite virgule invitée. Anna Bory, le vélo cargo reste un marché de niche, évidemment, mais il se développe quand même. Pour exemple, à Genève, l'association des artisans à vélo a vu le jour. Elle regroupe une quinzaine d'artisans qui ont arrêté d'utiliser leur fourgonnette pour utiliser un vélo cargo. Certains peuvent embarquer une charge utile allant jusqu'à 200-250 kilos. Est-ce que vous allez vous mettre à ce marché-là bientôt ? Alors, bonne question. Alors, pour répondre, donc pour être en marché cargo, je ne sais pas. Par contre, on attache une remorque derrière notre vélo et on fait aujourd'hui des livraisons avec notre remorque à vélo. Entre notre atelier d'assemblage et notre magasin, on transporte aussi tout à vélo avec notre remorque derrière. Donc, on y croit énormément. Et d'ailleurs, ça nous fait gagner un temps fou. Donc on y croit énormément. Alors après, le débat de construire un vélo qui est conçu avec quelque chose derrière ou un coffre, ça, on n'en est pas encore là. Par contre, nos vélos sont tout à fait capables de transporter de grandes charges. La conception de vos produits est faite en Suisse. Oui. Ils sont assemblés également en Suisse. D'où viennent les composants ? Comment ça se passe ? Alors, ils sont conçus ici, finalisés, on dit ici. Donc, il y a à peu près 50% qui vient d'Asie, entre Taïwan, typiquement, qui sont les freins, qui sont les meilleurs freins en ce moment disponibles sur le marché. On a notre batterie qui est Samsung, donc qui vient de Corée. Ensuite, certains éléments aussi qui viennent de Chine. Ensuite, on a 25% qui vient d'Europe, donc d'Allemagne, d'Italie, aussi d'Estonie. Et ensuite, 25% qui vient des États-Unis.
et qui est plus tout ce qui est on dit powertrain, oui, le train, enfin tout ce qui est les vitesses, etc. Pardon. Et donc voilà, on a beaucoup de chance parce que notre pays est un pays qui a des super conditions d'importation, et donc ça a beaucoup de sens pour nous financièrement de pouvoir recevoir au fait tous les biens en Suisse et ensuite le finaliser en Suisse. Beaucoup de fabricants de vélos passent par des intermédiaires. C'est pas votre cas. Vous allez voir directement les fabricants. Oui, alors ça, c'est exactement. C'était une de nos croyances, au fait, au début du projet. C'est-à-dire que quand vous commencez à vraiment penser et conceptualiser le produit, vous avez plusieurs options. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme les parties, comme je vous le mentionnais, viennent du monde entier, et c'est notre cas, comme c'est le cas de la plupart des constructeurs. Donc sinon, il n'y aurait pas de pénurie. Si on avait la chance que toutes les pièces étaient produites partout, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Mais donc, du coup, on a utilisé notre expérience, surtout mon associé, qui lui a travaillé très longtemps dans les achats entre les États-Unis, l'Asie et l'Europe. Et au fait, ses connexions, ses connaissances de langue, au fait, donc aussi parce qu'il parle le chinois couramment, ce qui a ouvert beaucoup de portes. Et donc, ça nous a permis d'aller rencontrer, et ça c'était avant le Covid, d'aller rencontrer lui-même dans toutes les usines X et Y à travers le monde, choisir et négocier nous-mêmes les pièces, ce qui nous permet de couper certains intermédiaires en amont. Et aussi, ce qui nous différencie par rapport à nos compétiteurs, je dirais pour l'instant, c'est que du coup, on assemble nous-mêmes et on distribue nous-mêmes, qui fait qu'on enlève une certaine partie de marge, enfin juste des couches, parce que sinon, chaque intermédiaire prend sa couche de marge. Ce qui nous permet d'avoir des prix très compétitifs par rapport au marché. Tous les équipementiers automobiles fabriquent plus ou moins tous les mêmes pièces. On imagine que c'est la même chose dans le monde des vélos. Est-ce que la relation privilégiée avec les fournisseurs permet d'adapter un petit peu les pièces et de concevoir les pièces en fonction du produit et pas le produit autour des pièces? Oui, alors pour être très honnête, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des pièces ensuite qui vont être uniques à vous-même. Il faut juste faire attention à un faux ami qui est que plus vous customisez, plus vous rendez au fait votre véhicule difficile à maintenir. Parce que du coup, vous êtes les seuls. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a essayé de, bien sûr, il faut créer sa différenciation, mais ne pas rentrer dans un cercle vicieux où, au fait, personne ne peut réparer votre vélo. Et si vous avez un problème où il vous manque des pièces, vous êtes en grand problème parce que c'est les seuls et qui peuvent vous aider, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment pris en compte et que, merci de la question parce qu'il y a peu de gens qui posent ce genre de questions et qui comprennent du coup comment vraiment les vélos sont conçus. Justement, c'est l'erreur voilà. L'achalandage des pièces, Covid, est-ce que c'est compliqué de s'achalander la chaîne de production? Est-ce que vous avez subi cette pandémie? Ah oui, alors ça, le Covid, je pense que ça a fait deux choses ça a complètement en fait paralysé le marché. Donc nous, on a eu beaucoup de chance parce qu'en fait le projet avait commencé avant. Donc on avait déjà passé nos commandes, etc. avant. Le Covid, du coup, je dirais on a passé nos commandes entre 1 an et 6 mois avant que le Covid tombe et que du coup tout le monde soit sans stock, en fait. Ce qui fait que nous sommes livrés, donc on a du stock aujourd'hui. Par contre, donc aujourd'hui, on a un avantage par rapport à la compétition, mais par contre, ce qui est juste pour partager ce qui se passe derrière le rideau, comment dire, behind the scenes, comment dire en anglais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les producteurs, si vous voulez vraiment des pièces clés de qualité, les producteurs nous donnent un délai entre 1 an et 2 ans de livraison, ce qui fait qu'on a déjà dû passer les commandes pour 2022 et 2023, ce qui fait que si vous espérez, et ce serait très intéressant de voir comment ça va se passer ces 2 prochaines années, parce qu'avec les commandes où on est obligé de mettre sur la table en disant « Ok, on va faire tel volume », comment est-ce que vous pouvez donner de la place à de l'innovation si tous les producteurs aujourd'hui sont les mains avec des menottes pour 2 ans? Donc ça, pour moi, ça va être très, très intéressant de voir comment le marché va évoluer ces 2 prochaines années. Anna Bory, on parlait des équipementiers dans l'univers des vélos qui fournissent plusieurs marques. Alors sur le marché, difficile de s'y retrouver. On a des vélos électriques à moins de 1 000 francs, même parfois des vélos électriques à plus de 10 000 francs, certaines fois. Qu'est-ce qui fait la différence si les pièces sont parfois les mêmes? Bon, alors je dirais il y a 2 catégories très importantes et là qui sont aussi pas forcément connues dans le marché. C'est-à-dire que premièrement, vous avez les vélos 45 km/h et les vélos 25 km/h. Et pour juste que vous compreniez, il y a 2, c'est-à-dire que les normes
de qualité demandée pour produire en fait, un vélo 45 km/h sont énormes. C'est presque comme une voiture, c'est-à-dire que vous devez certifier votre véhicule. Ça prend 6 mois, chaque vis, chaque lampe, chaque composante doit être certifiée en tant que telle. Et ensuite, la totalité est certifiée, c'est-à-dire assemblée, il y a des crash tests, ils le testent anti-feu, etc., etc. Sur 10 000 km pour voir la qualité du vélo. Donc ça explique souvent le prix, au fait, beaucoup plus élevé des 45. Ensuite, sur les 25, vous n'avez pas du tout toutes ces normes de qualité. C'est pour ça que c'est aussi très intéressant, si vous regardez le marché, que dans la catégorie 45, il y a beaucoup moins d'innovation que dans la 25, parce que c'est très très difficile, ça coûte très cher et ça prend très longtemps de certifier un 45. Dans la catégorie 25, du coup, il se passe plein de choses, avec le côté négatif que vous venez de mentionner, la qualité. Parce qu'en fait, il n'y a pas de contrôle vraiment sur ce qu'on vous vend. Vous parlez d'innovation. De manière générale, qu'est-ce qu'on peut apporter comme innovation dans un vélo électrique, à part la batterie, une autonomie plus grande? Oui, alors si on parle de sécurité, alors au fait, on peut définir une innovation. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, mon analyse, c'est qu'il y a beaucoup au fait, de choses qui existent déjà peut-être dans d'autres industries ou dans d'autres types de véhicules, qui ensuite sont du coup intégrés au vélo. Donc typiquement, par exemple, tout ce qui est innovation, c'est, je prends des exemples, par exemple, il y a des clignotants, ensuite, il y a une double batterie, etc. Mais c'est surtout aussi tout ce qui est connectivité, Internet of Things, comme on dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de mesurer avec votre téléphone, si vous avez une application, la pression de vos pneus, la performance de votre moteur, etc. Comme on fait sur une voiture, quand vous allez amener votre voiture pour un service. Et au fait, on est capable de faire la même chose sur un vélo. Donc ça, il y a beaucoup de choses au fait, qu'on peut emprunter à d'autres industries, mettre sur le vélo pour vous offrir une expérience, je dirais, améliorée. Vous venez de l'industrie automobile, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Dans l'automobile, deux principaux secteurs de sécurité. Sécurité active, sécurité passive. L'automobile a fait des bonds incroyables dans la sécurité active des véhicules. Est-ce qu'on va arriver à la même chose dans les vélos dans les années à venir, avec des capteurs un peu partout ? Oui, alors honnêtement, ça m'étonnerait pas, et je pense que c'est le chemin naturel. Et là, en fait, vous êtes au cœur pour nous du sujet, c'est-à-dire que là, déjà, la certification est une première phase, mais en effet, ça m'étonnerait pas du tout que dans le futur, il y ait un capteur qui puisse vous dire, faites attention. Déjà, on se rend compte aujourd'hui, par exemple, pour le 45, donc il y a par exemple la béquille qui est connectée, qui est intelligente, c'est-à-dire que si la béquille est est en bas, le vélo démarre pas. Il y a déjà pas mal de petites sécurités par-ci par-là qui fait que vous êtes un peu plus protégé, mais ça reste très basique par rapport à ce qui se fait dans l'automobile. Donc oui, tout à fait, ça m'étonnerait pas. Anna Bory, on constate également une hausse des accidents en vélo en 2020. Elle était assez importante. En termes de formation, qu'est-ce que ça nécessite de prendre en main un vélo électrique quand on n'a pas l'habitude ? Est-ce qu'on va devoir peut-être passer un permis dans les prochaines années pour conduire un vélo à 25 ? Alors, bonne question. Alors, personnellement, je ne l'espère pas, parce que sinon, je pense que ça mettrait certaines barrières. Par contre, en effet, je pense qu'il faut, et d'ailleurs le TCS offre ça, des cours un peu de formation en vélo électrique. C'est quelque chose que nous, on fait. Donc, on a tout ce processus, par exemple, de livraison à domicile. Et donc, on prend le temps, chaque livraison prend à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie selon le client. Et on essaie vraiment d'éduquer aussi à conduire un vélo électrique, à maintenir sa batterie, parce que tout à fait, je pense je ne sais pas si on va passer à un permis ou si on va passer plus à peut-être des cours de prévention, exactement. Le vélo électrique, il est utilisé partout dans le monde, mais les modes de consommation sont peut-être un petit peu différents en fonction des régions. Vous avez travaillé aux États-Unis, en Asie. Est-ce que vous constatez ces différences ? Oui, alors en effet. Alors, point assez intéressant, c'est-à-dire que l'Asie est dominant pour tout ce qui est électrique. Maintenant, malheureusement, il souffre beaucoup de la pollution. Donc, c'est typiquement quelque chose... En Asie, au fait, on fait plus du scooter électrique ou de la moto électrique, juste parce qu'on évite de faire de l'exercice à l'extérieur. C'est un peu triste, mais c'est la réalité. Alors qu'aux États-Unis, ce qui est beaucoup plus, surtout sur la côte ouest, par exemple, où c'est très, très sportif et outdoor. Alors là, en effet, oui, c'est de là un peu qu'a été inspiré les pneus larges, en fait. Ça vient de ce côté un peu lifestyle californien où était mon associé avant de déménager en Suisse.
Est-ce qu'on perd pas l'essence du vélo comme on l'aime à l'ancienne? Est-ce que certains consommateurs sont déçus parfois? Oui, alors forcément. Ça, je pense qu'il y a une espèce oui, comme vous le dites, de déception du fan de vélo traditionnel. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et au fait, c'est exactement ça. Et c'est le point que j'essayais de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense que le vélo, on évolue pour devenir un un véhicule à deux roues. C'est pour ça, c'est presque comme ça que je le dis, parce qu'en effet, c'est vraiment une transformation assez profonde du vélo. Il y a que le nom et l'apparence finalement, hein. Oui, alors après, on peut dire, si on parle des voitures à l'époque, il y a 100 ans, c'est pas la même voiture qu'aujourd'hui. Donc après, c'est à vous de définir. Ça reste. C'est pour ça que j'aime bien définir par rapport aux besoins, si je reviens tout à l'heure, que par rapport aux produits. Parce que si on comprend la manière dont on bouge, le produit va évoluer. Peut-être que dans 2 ans, on fera des drones. Enfin, j'en sais rien, mais l'être humain a toujours eu besoin de se déplacer. Et je pense qu'il faut essayer de bien comprendre les besoins du moment et d'essayer d'y répondre. Sur le marché du vélo électrique, l'offre est de plus en plus grande. Alors pour se différencier, on peut miser sur l'innovation, la qualité, on en a parlé, mais il y a aussi le design et faire du vélo un produit désirable. Est-ce que c'est pas s'assurer une plus grosse marge à long terme sur ce marché? Oui, alors en effet, ça c'est un point assez intéressant aussi parce que donc en lançant notre produit est assez complet. Donc quand je parlais, il est connecté, il est très sûr, etc. Et en fait, en le vendant, on se rend compte que la chose numéro un, ou le commentaire, ou ce qui attire, disons, nos clients en premier, c'est le design. Et donc souvent, nous, on est déçus parce qu'on se dit non, on devrait faire cet angle et cet angle. Et au fait, on retombe toujours sur exactement. C'est une question de goût. Et les gens sont très attirés. Après, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais le design, c'est le numéro un, la raison numéro un, en fait, pourquoi les gens achètent. C'est le même critère dans l'automobile, hein, design numéro un. Vous venez du secteur automobile, vous avez travaillé pour un grand groupe allemand aux États-Unis, en Asie. Qu'est-ce que vous avez importé du secteur automobile dans votre marque de vélo que la concurrence n'a peut-être pas? Oui, alors j'essaie d'être objective, mais disons, c'est plus. Alors, il y a premièrement tout ce qui est connectivité, donc on fait pas mal d'analyses. C'est pour ça que je fais pas mal, voilà, de comparaisons avec l'automobile. Donc tout ce qui est connectivité, je dirais, vient directement de l'automobile. Mais c'est surtout une compréhension, je dirais, sur la mobilité en général. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est pour moi la mobilité définit comment une société interagit. Parce que si on voit, par exemple, je vous donne un exemple, à Los Angeles, je trouvais absolument, ce qui m'a marqué le plus, c'est que c'est tout à fait OK de faire 1 heure de voiture pour aller dîner quelque part. Alors qu'à Genève, peut-être si on va manger des Malakoff, on se dit, bon, c'est une destination, mais sinon, on est beaucoup plus de proximité. Et au fait, du coup, la manière dont les villes sont construites, dont les sociétés sont construites, sont définies aussi par comment on bouge. Et donc d'avoir eu cette compréhension de 3 continents, d'essayer de voir à quelle vitesse chaque continent se développe. Aussi, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est aussi d'avoir une compréhension donc la mobilité reste quand même bien liée à l'automobile. Dans l'automobile, ça prend, pour développer une nouvelle voiture, pour vous donner de A à Z, ça prend 8 ans. Donc aussi, étant bien consciente de ce qui allait sortir ces 8 prochaines années, de comprendre les problématiques au fait, des marques automobiles. C'est-à-dire que les jeunes ne veulent plus avoir des voitures, les jeunes ne passent plus leur permis de conduire. Est-ce qu'on va vers une mobilité partagée ou pas? Et qu'est-ce qui va devenir partagé? Par exemple, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est encore dans une société un peu, je dirais, ancienne, où on a une voiture ou pas. Mais on a plutôt plus de sa voiture que pas de voiture. Et donc, du coup, on va peut-être louer une petite trottinette à 10 francs par-ci, par-là. Bon, pas à Genève, mais il y a ça à Zurich, à Bâle, etc. Alors que je pense que dans le futur, et ça, c'est une conviction que nous avons, on en viendra à louer notre voiture, parce que finalement, on en a besoin 1 fois par mois ou 2 fois par mois, et on viendra à avoir son propre mode de transport personnel, son vélo ou sa trottinette, parce que les quelques kilomètres que vous devez faire tous les jours, finalement, les quelques kilomètres, vous ne voulez pas passer 10 minutes à essayer de trouver quelque chose, un vélo qui est libre quelque part, qui fonctionne, pour ensuite devoir le reposer à un autre endroit qui est défini, qui n'est pas forcément à côté de votre rendez-vous. Ça, c'est pas pratique. Donc je pense que le modèle qu'on vit aujourd'hui va s'inverser. C'est-à-dire, pour l'instant, on loue ce qu'on appelle la micromobilité et on possède la mobilité. Et je pense que ça va s'inverser. On va posséder la micromobilité et louer la mobilité de plus longue distance. Anna Bory, donc on le rappelle, vous êtes cofondatrice de Milo. Donc un vélo électrique émet en moyenne
13 à 17 grammes de CO2 donc par kilomètre sur une durée à peu près de 10 à 15 ans, contre 4 pour un vélo traditionnel et à peu près 189 pour une voiture. Donc, en partant de ce constat, est-ce qu'on peut dire que l'industrie du vélo électrique, Milo aussi en fait partie, n'est pas en train de recarboner une solution qui était plutôt dite douce et qui émettait très peu de CO2? Alors oui, alors ça c'est certain, hein, qu'on ne peut pas nier le fait que la production est plus complexe qu'un vélo normal, qu'il y a une batterie, etc. Mais moi, je verrais le problème d'une autre manière, c'est-à-dire que je pense aujourd'hui, on a l'opportunité de convertir des automobilistes au vélo. Et alors que si le vélo n'était pas électrique, je pense que ça ne se passerait pas. Donc je vois plutôt le problème dans l'autre sens. Chez Milo, comment on recycle, par exemple, tout ce qui est batterie, pièces qui a une durée de vie limitée? Alors ça, il y a des réglementations. Inobat, c'est comment on dit, le département du gouvernement. Ça, on est très, très réglementé. Donc, on a l'obligation de recevoir, on a une espèce de petite poubelle à notre atelier et à notre showroom. On a l'obligation, si quelqu'un veut nous amener une batterie, de la prendre et on paye des impôts dessus et on doit les recycler. Et d'après vos tests, j'imagine les études que vous avez faites sur vos différents modèles, donc le 25 et le 45, c'est à peu près combien de cycles une batterie chez vous? Alors, en tout cas, normalement, donc tout est testé. C'est pour à peu près 2000 charges, donc ça dépend. De l'usage. Ça dépend de l'usage. Mais on travaille avec des batteries les plus hautes qualités que vous pouvez trouver. Si je comprends bien, donc chez Milo, on utilise donc une batterie qui provient de chez Samsung, Mhm. donc qui, je présume, est du lithium. Oui. Donc pourquoi ce choix du lithium et pas, par exemple, être plutôt parti sur des alternatives du style batterie à sodium ou fluor ou autres, qui sont a priori comme des alternatives dites plus écologiques? Oui, alors, La très bonne rareté. question. Oui, je dirais la rareté, la performance. Maintenant, on n'est pas du tout attaché au lithium en particulier, mais on a fait des grandes études au fait aussi de rapport performance, rapport ce qui était livrable, rapport au coût sur le marché avant de se décider pour Samsung. Et c'était la solution vis-à-vis de notre concept qui nous offrait la meilleure performance. Maintenant, en effet, là, on est déjà en train de discuter parce que du coup, ça prend entre 1 et 2 ans de faire un nouveau modèle. On est déjà en train de discuter le nouveau modèle et la batterie, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça prend de la place et c'est lourd. Et évidemment, avec tous les problèmes de recyclage qu'on connaît. Donc, la batterie est à l'essentiel et est au cœur du problème de la mobilité électrique, que ce soit pour un vélo ou pour une voiture. On a tous le même problème. Et j'ai vraiment l'espoir que dans les prochaines années, on en vienne à des batteries de plus en plus efficaces, de plus en plus vertes et de plus en plus performantes. Très bien. Donc, si je résume votre intervention, Anna Bory, le but de Milo est surtout de convertir des automobilistes à du deux roues. Oui. Merci, Anna Bory. Le gris-gris, un objet qui vous est cher dans votre quotidien professionnel. En général, ça reste sur la table. Là, c'est le plus gros gris-gris qu'on ait jamais eu, hein. C'est donc un vélo Milo que vous produisez, 25 km/h. Vous pouvez nous le Oui. présenter? Donc là, c'est le modèle en fait 45. Donc c'est un espèce d'hybride, mais pas hybride en termes de carburant, mais hybride entre la sécurité au fait d'un scooter, le côté fun d'un mountain bike et le côté pratique d'un vélo de ville. Donc par là, je dirais le côté sécurité d'un scooter. Je parlais tout à l'heure du fait que maintenant les vélos sont utilisés comme un mode de transport, qu'on veut être visible dans le trafic, qu'on veut qu'on nous voit, qu'on veut qu'on se voit ce qui se passe derrière nous. Donc typiquement, ils sont équipés de clignotants. Ça fait que vous pouvez garder vos mains sur le guidon et pas avoir à détacher votre main du guidon quand vous allez à 45 km/h, qu'il y a quelqu'un qui vous coupe la route. Donc ça, c'est voilà. Ensuite, nous avons mis 2 rétroviseurs. Donc un 45 a l'obligation d'en avoir un, mais là, vous en avez 2. Ça, c'est aussi la seconde où vous tournez la tête qui peut vous causer cher. Nous avons grand phare, phare de jour, phare de nuit. Nous avons un autre petit, j'appelle ça le petit joker qui est assez sympa pour aussi sécurité. C'est un petit accélérateur, un petit aide au démarrage qui fait que typiquement quand vous devez démarrer vite, vous n'avez pas besoin d'essayer de trouver votre équilibre et mettre le pied, hop, vous partez tout de suite.
Donc ça, c'est tout ce qui est aspect sécurité. Ensuite, aspect fun. Donc c'est déjà ces gros pneus qui sont un peu entre la sécurité et le côté fun. Donc c'est, comme je disais, c'est une question d'adhérence sur la route. Vous n'avez plus jamais peur des rails de tram, ni un peu moins peur de la pluie. Et surtout, on se rend compte quand on est à vélo que la qualité des routes, sans jugement aucun, n'est pas toujours idéale. Et donc, les gros pneus vous procurent en fait juste cette sensation de sécurité et d'adhérence. Tout ça joint avec en fait une fourche avant et un absorbeur de choc sous la selle. Donc, ça vous permet un peu de aussi facilement prendre ce vélo à la campagne ou à la montagne le week-end. Donc, ça, c'est très sympa. Et du coup, ça vous en fait, avec toutes ces caractéristiques, je dirais le compagnon parfait que vous pouvez prendre la semaine et profiter, avoir le sourire quand vous arrivez au bureau, et aussi le prendre le week-end pour aller faire des balades, que ce soit dans les vignes autour de Genève ou comme je mentionnais, monter sur le Salève. On l'a essayé en ville de Genève, le modèle 25 pour ma part, 45 pour Elliot. Sentiment de stabilité. Complètement. Donc, moi, pour ma part, j'ai essayé le 45 donc avec une courroie. On rappelle que le vélo est aussi disponible en... Oui, avec 11 vitesses aussi, voilà, exactement. Traditionnel. L'élément que je retiens avant tout, c'est l'élément de sécurité. Comme on l'avait un petit peu abordé, puis avec les comparatifs faits avec le monde de l'automobile. Donc c'est vraiment la stabilité, les grosses roues, comme on l'a dit, le fait d'avoir des clignotants. Puis on a vraiment un sentiment de sécurité. Des freins très efficaces, hein. Ouais, plutôt très efficace même. Faire attention même, Ouais. comme on disait. Après, pour ma part, Vincent, moi j'ai été plutôt séduit par le 25. Donc le seul petit bémol pour le 45, c'est plutôt, on va dire que je suis déjà plutôt un cycliste passionné plutôt de vélo, et donc j'ai quand même l'habitude d'utiliser la force des jambes. Donc je suis peut-être moins basé ou qui irait moins dans cette direction du 45. Mhm. Mais je pense qu'un automobiliste qui veut réaliser des distances, on va dire sur des moyennes distances, trouvera plutôt son compte sur un 45. On retient Exactement. en tout cas le sentiment de sécurité et puis le côté fun évidemment à utiliser. On en a moins parlé aussi, vous produisez une trottinette à 3 roues, là aussi Ouais. c'est une solution là, pour la mobilité douce, la trottinette, les ventes sont aussi en hausse en Suisse. Alors cette trottinette, pourquoi 3 roues rapidement, est-ce que c'est pour se différencier de ce qui se fait déjà ou est-ce qu'il y a une réelle différence dans la conduite, elle est là, hein, mais pourquoi? Alors, c'est un peu la même logique que nous avons eue pour le vélo, c'est-à-dire que c'est une question aussi de stabilité et d'adhérence sur la route. Ensuite, il y a un côté pratique, personnellement, qui est que déjà, elle tient debout. Le nombre de trottinettes que vous voyez qui passent leur temps à tomber, ça permet aussi du coup de l'accrocher. Donc, vous pouvez l'accrocher dans la rue et vous n'avez pas besoin tout le temps parce qu'il y a un petit... au-dessus des 3 roues, vous avez une petite attache, au fait. Donc, vous pouvez le cadenasser. Là encore, ça semble simple, mais c'est juste que quand vous faites vos courses, par exemple, vous n'êtes pas obligé de vous trimballer. On voit plein de gens qui font leurs courses dans le supermarché avec leur petite trottinette à côté parce qu'ils ont peur de se la faire piquer. Là, vous pouvez la laisser dans la rue. Vous pouvez également attacher un panier à l'avant sans qu'elle se casse la figure. Ce qui personnellement pour moi change ma vie parce que hop, je mets tout mon ordinateur, mes choses dedans et c'est assez pratique. Donc elle a été développée avec la même logique au fait que le vélo, c'est-à-dire de pouvoir faire un peu plus juste qu'une trottinette normale tout en maximisant la sécurité. 2 roues à l'arrière, un axe pivotant, on le conduit comme un monoski finalement, hein, Exactement. plus que comme un snowboard. J'ai trouvé ça un petit peu moins sexy que les trottinettes snowboard personnellement, mais on sent que c'est vraiment développé pour faire du point par point et pas forcément prendre un transport en commun. Oui, oui, c'est tout à fait. C'est plus pour offrir une alternative au transport en commun. Vous pouvez le prendre. Moi, je la prends facilement quand je vais à Lausanne. Je la prends hop dans le train avec moi. Mais en effet. Merci beaucoup Anna Bory d'être venue nous parler aujourd'hui de mobilité douce. On le rappelle, vous êtes cofondatrice de la marque Milo. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine dans B2B pour découvrir de nouveaux entrepreneurs en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.